Bonjour, je suis urgentiste Khaled Ben Boutrif, je pratique à Toulouse. Je suis aussi qualifié en médecine de catastrophe, donc normalement pour faire face à ce genre de situation. J'étais en mission avec Palmed du 22 janvier au 6 février. On a été affecté à l'hôpital européen parce qu'il a été construit par l'Union européenne et géré initialement par l'Union européenne. Après, se sont passés le relais. Cet hôpital se trouve à Khan Younes. Khan Younes, c'est un gouvernorat qui se trouve entre le gouvernorat de la ville de Gaza et du gouvernorat de Rafah, qui est accolé à la frontière égyptienne. Cet hôpital est le seul hôpital qui reste des 13 qui étaient présents sur la bande de Gaza. Tous les autres ont été soit bombardés directement, soit assiégés et donc diminués et interdits à la population et aux gens nécessitant de soins, blessés ou patients. Cet hôpital, c'était pas le plus grand, je pense que c'était le Shifa ou Nasser qui était le plus grand, mais il a une capacité de 400 lits. Il en accueille 900 actuellement. Les gens viennent de toutes parts, mais la plupart n'arrivent pas, comme m'a dit ma collègue. Ils n'arrivent pas parce que la route, il n'y a pas de transport, la route n'est pas sécurisée, ils sont ciblés par des drones, ils sont ciblés par des raids. Effectivement, donc cet hôpital est totalement envahi par une population dont le rayon, le proximal 20 à 25 000, qui sont à l'intérieur même, dans les couloirs, dans les pièces, dans les escaliers et même les ascenseurs. Et dans un rayon plus grand à 70 000 qui sont tout autour de l'hôpital. Ils viennent chercher essentiellement la protection. C'est totalement une illusion parce que les hôpitaux, on l'a vu, ils sont ciblés. Les soignants, ils sont ciblés. Les médecins, j'en connais, Shams pourrait dire, le pédiatre qui a été poursuivi et la maison a été bombardée à 3 fois. La troisième, il a perdu son bras, me semble, et il a perdu sa maman, sa femme et sa fille. Cet hôpital, il est presque pas fonctionnel parce que à l'intérieur, c'est le souk. Il y a du monde partout. Ils jouent, ils cuisinent, ils vivent. Se déplacer, c'est très difficile. Assurer une propreté, c'est impossible. Donc la poussière, elle est partout. Les saletés. Ils viennent et rentrent partout. Des gens qui viennent chercher le linceul, ils ouvrent la porte du service de réanimation et ils coupent un bout de tissu et ils sortent pour enterrer leurs morts. Le manque de médicaments, les antalgiques, les morphiniques, les antibiotiques, de quoi faire des pansements, c'est très très peu et les soignants vivent le jour au jour. Ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Pour le personnel, je confirme ce qu'ont dit mes deux collègues. En effet, le personnel est là. Ils ont récupéré beaucoup de personnel des hôpitaux qui ont été touchés. Ils sont arrivés. Il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup d'internes, d'étudiants en médecine, des volontaires qui sont là pour aider. Mais ils sont fatigués, ils sont meurtris, ils sont surmenés, ils ont la tête ailleurs. Et ça, on l'a vu tous. Dès que tu leur parles, il suffit de leur parler pour savoir ce qu'ils endurent. Ça, c'est la partie de manque, les médicaments. Moi, j'étais en urgence et je voulais voir pour refaire l'organisation avec le professeur Pitti. Et ils nous ont dit, on a des plans de catastrophe, mais celui-là, on est dépassé. Alors, on travaillait dans l'anarchie. Et je vous assure que c'était
c'était fatigant à force de voir, parce que c'est inefficace. L'hôpital est quasi paralysé, donc sur le transport, sur l'approvisionnement, sur la logistique, et il est paralysé. Et le seul hôpital qui reste, et c'est le seul hôpital qui reste. Le laboratoire, je pense que c'est plus de 60 à 70% des examens qu'il ne fait pas. Des examens essentiels, les électrolytes, le potassium. S'il y a une erreur sur le potassium, les patients meurent. Et cette patiente, je pense qu'elle en a souffert de ça. Les gaz du sang, les urines, le sang. Même les bandelettes pour les urines, même les bandelettes pour le glucose, ils n'en ont pas. Voilà un petit peu l'état des lieux de l'hôpital. Autour de l'hôpital, c'est la désolation, dès qu'il pleut, il y a de l'eau partout, il y a de la boue. Il y a une ville dans la ville, effectivement, il y a une vie qui s'est faite autour de l'hôpital. Et heureusement, parce qu'on retrouve la mosquée, on retrouve le coiffeur, on retrouve le tailleur, on retrouve le cordonnier, on retrouve le petit restaurateur, on retrouve le petit marchand de légumes quand il en a. Tout ça, on l'a vu, on l'a vécu. Pendant le séjour, oui, on se lie aux gens, on se lie aux enfants, on finit par les connaître, ils connaissent nos prénoms, on connaît les leurs, et on se fait appeler, ils sont contents qu'on soit là. Pour eux, on représente une protection divine, peut-être. Ouais. Mais nous, on ne sentait pas du tout qu'on était vraiment en sécurité. Ouais. Les bombardements, c'était jour et nuit. Les moteurs des drones, que ce soit les drones de surveillance ou les drones tueurs, ils étaient là tout le temps. Les raids des avions étaient là tout le temps. Les obus, les missiles, les déflagrations se rapprochaient de jour après jour. On l'a senti et ça tremblait à chaque fois. On était obligé des fois de se protéger dans le couloir parce que rester au bord des fenêtres, c'était dangereux. Et c'était un médecin militaire qui nous le conseillait, c'est le docteur Pitti. On retournait après, bien sûr. On s'est fait très rapidement. On n'avait plus cette peur et cette appréhension parce qu'on était en collectivité, on était tous ensemble. Et paradoxalement, je ne sais pas, mais moi je dis qu'on dormait bien. Sauf quand il y avait beaucoup de bombardements, mais on dormait bien. Très peu, mais bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Rafa, moi je me suis déplacé. Des fois j'ai pris des risques certainement parce que avec le docteur Pitti, on se déplaçait des fois. On nous a conseillé de ne se déplacer qu'avoir prévenu 3 jours à l'avance. Mais finalement, on a fini par prendre la voiture, la première qui vient, et on s'est déplacé sur Rafah. On a visité les centres de soins au plus près des camps de réfugiés. Donc on a vu la boue, on a vu la douleur, on a vu les souffrances. Et oui, avec des moyens qui sont quasi inexistants. Ils n'ont même pas de quoi ausculter une oreille, même pas d'autoscope. Ils n'ont pas d'extro, ils n'ont pas de rien. On a visité le centre-ville, on a visité les petits hôpitaux qu'il y a sur Rafah. Il y a un hôpital mère-enfant qui fait, dans les temps normaux, il fait à peu près au maximum 10 césariennes. Là, puisque c'est le seul, ils ont fait 30 par jour. Tout à fait. Avec très peu de moyens, très peu d'anesthésistes. Rafah, c'est pas une ville dans la ville, c'est plusieurs villes dans une ville. Rafah, c'est il me semble, 55 kilomètres carrés. En tout cas, c'est une concentration la plus forte au monde, c'est 27 000 au kilomètre carré. Elle n'a rien pour accueillir une ville qui faisait 250 000 et qui voit arriver 1 200 000 en plus, avec toutes les répercussions